Ben écoutez, bonjour les aficionados du pige. Je suis heureux de venir avec vous partager cet instant et j'espère qu'à la fin de cette interview, vous comprendrez un petit peu plus mon univers. Alors, Thomas aujourd'hui, c'est qui? Alors Thomas, c'est un père de famille de deux enfants et c'est un Guadeloupéen engagé pour son pays et qui a décidé de pousser les choses, de repousser les limites de ce qui existe déjà pour pouvoir continuer de pousser la Guadeloupe vers l'excellence. Alors, avant qu'on arrive à ton parcours, à part, on sait qu'aujourd'hui, c'est les sciences qui segmentent, on va dire, ta vie de tous les jours, mais quelles sont tes autres passions? Alors, mes autres passions sont le sport. Donc, à l'époque, je pratiquais énormément de basket. Bon, le travail fait, entre le travail, la société, la vie familiale, les horaires du basket ne conviennent pas forcément. Donc, je fais du sport autrement, mais je continue à faire du sport, la musique. J'écoute beaucoup de musique. Bon, à une époque, je faisais DJ, mais ça non plus, je n'ai plus le temps. Mais et puis, je passe aussi beaucoup de temps avec ma famille, parce que c'est vrai que j'ai un travail qui est très prenant. Donc, le temps de libre que j'ai, je le passe un maximum avec ma famille. D'accord. Donc, on a voulu te recevoir aujourd'hui parce que tu as un parcours, on va dire, déjà scolaire assez atypique pour arriver à aujourd'hui, ce que ça donne aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit peu la genèse de ton parcours scolaire? Oui, donc, ça a commencé, j'ai fait collège du Rézé. Collège du Rézé, j'ai fait ensuite Bainbridge. Après Bainbridge, je suis passé à l'Université des Antilles. Donc à l'Université des Antilles, j'ai fait un doc sciences de la matière. Ensuite, j'ai fait une licence sciences physiques. Ensuite, j'ai fait un master aussi physique et chimie. Et par la suite, j'ai fait une thèse sur une décharge de Guadeloupe assez connue et qui impactait à l'époque fortement mon lieu de résidence, mon ancien lieu de résidence qui est le Rézé. Donc voilà. Alors, c'est vrai, là d'après ce que tu es en train de me dire, tu n'as pas fait moindre étude, que ce soit en métropole, dans un autre pays. Est-ce que c'était une volonté pour toi de faire un cursus scolaire basé exclusivement sur la Guadeloupe? Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'instinct, parce que j'ai eu maintes et maintes l'occasion. Bon, moi, je suis issu d'une génération où après le bac, la plupart des gens partaient. Bon, moi, j'ai fait le choix de rester. Parce que bon, je n'étais pas encore prêt, il fallait que je fasse mes armes. Ensuite, après la licence, j'ai eu l'opportunité de partir. Mais il y a un master qui s'est ouvert à l'Université des Antilles, donc j'ai décidé de... Donc c'était risque en milieu intertropical, donc ça m'a un petit peu passionné parce que moi j'ai toujours voulu me spécialiser dans la météorologie. Donc je suis resté. Ensuite, après avoir fait mon stage de fin d'études à l'INRA, à Duclos, en Guadeloupe, où j'ai travaillé un petit peu sur différents aspects de la chlordécone, j'ai décidé de faire une thèse. Mais ce n'était pas une thèse à n'importe quelle condition. J'avais déjà ciblé les personnes avec qui je voulais travailler parce qu'une thèse, c'est un travail d'équipe. Il faut avoir des bons encadrants, des gens avec qui on, entre guillemets, c'est un long cursus. Donc des gens avec qui quand même on s'entend et avec qui on sait que si ça ne va pas, ils vont vous le dire. Donc ces personnes ont accepté, donc j'ai décidé de faire cette thèse. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur cette thèse qui t'amène aujourd'hui, on va dire, sur un autre rayonnement dans la Caraïbe? En fait, cette thèse était sur... le but, c'était de mesurer les polluants atmosphériques émis par la principale décharge de l'archipel guadeloupéen et en fait voir comment elle impactait des zones qui étaient à l'opposé des alizés. Les alizés qui est notre vent dominant. Mais le soir, comme il y a un microclimat je dirais, dans l'agglomération pointoise, il y a des phénomènes qui font que ces polluants vont dans un sens opposé des alizés directs. Donc il a fallu faire d'abord une étude climatique, puis une étude chimique pour mesurer les polluants. Donc à l'issue de cette thèse, alors c'est vrai que j'ai oublié de le dire, après cette thèse, j'ai fait 2 années d'ATER, donc attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Donc c'est un petit peu enseignant-chercheur, c'est enseignant-chercheur à l'Université des Antilles. Puis ensuite j'ai fait 3 années d'ingénieur de recherche à l'Université des Antilles. Puis en novembre 2018, j'ai décidé de voler de mes propres ailes
et de créer mon propre laboratoire pour pouvoir un petit peu plus pousser les choses. Merci. Alors, donc c'est vrai, donc ça on arrive sur la période de 2018, nouveau projet, suite à tes travaux de recherche, et là tu décides de créer ton entreprise. Est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise? Alors, mon entreprise, initialement, c'est un bureau d'études et de recherche. Bon, c'est vrai que qui dit 2018-2019, on tombe dans le Covid 2020. Donc, il y a de nombreuses choses que j'ai dû m'adapter, comme de nombreuses personnes. Donc, j'ai beaucoup plus poussé l'aspect recherche, parce que via l'aspect mesure et tout, ben, il n'y avait pas de demande. Donc, qui dit pas de demande, pas besoin d'acheter d'équipement. Donc, on a poussé en ce sens. Et j'ai recruté une postdoctorante pour travailler sur tout ce qui est brume de sable, etc., etc. Ce qui nous a fallu par la suite un prix en 2021, un prix quand même international, lauréat UNESCO. Et donc, le but de cette entreprise, c'est vraiment d'améliorer le quotidien des Guadeloupéens et des Caribéens en poussant un petit peu plus l'analyse scientifique de certaines choses. Parce que nous sommes assujettis à de nombreuses normes européennes qui, bien souvent, malheureusement, ne nous correspondent pas. Donc, je me suis dit que si nous-mêmes, en tant que Caribéens, nous ne travaillons pas dessus, les mêmes Guadeloupéens, bon, ben, ce ne sont pas les autres qui vont le faire. Donc, ça a été un petit peu le leitmotiv de la création de mon laboratoire. Alors, tu m'as souvent dit que ton travail commence à être reconnu sur la Guadeloupe et la France, mais que passer la frontière de la Guadeloupe, tu as beaucoup plus de prestataires, d'intervenants. Est-ce que tu peux me dire quel est exactement le public ou je sais pas, tu vois un petit peu ce que je veux dire? Il faut savoir que en fait, j'ai développé en collaboration, parce que c'est pas parce que j'ai quitté l'université que nous ne continuons pas à travailler en synergie. Et en fait, beaucoup d'outils statistiques et stochastiques, des outils mathématiques qui m'ont permis de rentrer en relation avec des spécialistes, notamment en Espagne, où j'ai beaucoup travaillé avec deux grosses universités, l'université de Cadix et de Cordoue. Et nous avons développé certaines choses et j'ai été sollicité pour certains projets. D'ailleurs, je dirais le plus gros pour l'instant qui est sorti, c'est nous avons travaillé sur la pollution de l'air donc en Andalousie durant le Covid. Nous avons publié dessus. Donc c'est un petit peu via ce genre de choses que je suis sollicité. Là en ce moment, on travaille aussi avec l'Inde, la Chine aussi. Donc c'est un petit peu ce côté, cette spécialité dans les outils numériques qui permettent de faire de la prédiction par la suite que je me suis spécialisé et j'ai voulu apporter cela, je dirais, à la Guadeloupe et puis à la Caraïbe. Alors c'est vrai qu'actuellement en Guadeloupe, on n'est pas sans reste en termes de pollution. Donc on a parlé du chlordécone, des sargasses. Est-ce que vous avez déjà des commandes venant du département, de la région ou je sais pas, d'autres chercheurs qui vont demander de pousser vos recherches sur cette pollution qui chaque période fait mal aux Guadeloupéens? Écoutez, à l'ordre, jusqu'à aujourd'hui, vous savez, en Guadeloupe, comme on dit, comme partout, mais je pense qu'en Guadeloupe, l'âge se vérifie encore plus. Nul n'est prophète chez soi, donc il faut rayonner à l'extérieur avant de rayonner à l'intérieur. Donc nous ne sommes pas, nous n'avons pas attendu les organismes locaux pour mettre en place certaines choses. Étant sollicités par l'étranger, nous avons commencé par l'étranger et bien nous a pris, c'est comme ça que nous avons remporté le prix. Puis aussi par la suite, c'est vrai que on n'est pas encore arrivé jusqu'à ce cursus, mais l'HDR, l'habilitation à diriger les recherches, que j'ai eu en décembre 2022, où il y avait quand même entre autres dans le jury de renom le président de l'Académie des sciences, ce qui n'est pas rien. Et en fait, ce prix, je veux dire, ce diplôme, parce que c'est un diplôme, récompense un parcours, mais surtout un projet scientifique en fait, c'est-à-dire une vision. Et ils ont beaucoup aimé cet aspect, parce que c'est vrai que jusqu'à la thèse, j'ai eu un parcours académique, et ensuite j'ai eu un parcours non académique parce que j'ai créé ma propre structure pour y arriver. Donc ça c'est quelque chose, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont fait, mais c'est quelque chose d'inédit, je dirais. Et ça, ils ont beaucoup apprécié cette démarche parce que je pense que nous vivons dans un monde où les entreprises ont besoin de la science et la science a besoin d'entreprises. Mais il faut que les entreprises comprennent ce que la science fait, qu'est-ce qu'elle apporte.
Et c'est pour ça que nous sommes insérés entre le monde de l'entreprise et le monde universitaire pour, entre guillemets, participer à la recherche, mais aussi au développement et tout ce qui est innovation. Parce que le but, in fine, c'est vraiment de développer des outils, des applications permettant d'améliorer certaines choses. Super. Alors, et par rapport à toute ton expérience, hein, quel est le plus grand défi que tu as dû relever dans le cadre de tes missions, de ton travail? Ben, alors, le plus grand défi scientifique, Scientifique. d'accord. Ben, parce que le plus grand défi de toute entreprise, bien sûr, ce sont les financements. Oui. On est d'accord. Et scientifique, c'est vraiment au point de vue, je dirais, mathématique. Parce que j'ai dû... bon, je n'ai jamais eu peur de sortir de ma zone de confort. Et je pense que quand on est ambitieux, qu'on veut accomplir des choses, des fois, il ne faut pas avoir peur de repartir de zéro. Et ça a été mon cas. Hein. Donc, le temps qu'un petit peu tout le monde comprenne ce que vous faites, le processus et tout, ailleurs, comme on est un petit peu plus à même avec ce genre de choses, on comprend tout de suite. Mais c'est vrai que localement, ce n'est pas quelque chose qui se fait tout de suite. Donc, ça a été vraiment de faire beaucoup de mathématiques appliquées, parce que c'est ça le but. Le but, c'est pas de... Il y a déjà des experts qui font des mathématiques fondamentales. Ils sont déjà en place, il y a déjà des universitaires qui le font, mais maintenant nous sommes arrivés à un stade où nous le voyons avec tout ce qui est changement climatique, etc., l'intensification des boules de sable, les sargasses, nous avons besoin de réponses concrètes assez rapidement. Donc nous avons besoin d'outils de mathématiques appliquées, poussées, pour pouvoir répondre à certaines interrogations. Et j'avoue que me plonger dans ces outils-là, ça n'a pas été une mince affaire. Alors, bien sûr, j'ai été accompagné, mais ça demande quand même je dirais, quand on est seul face à tous ces enjeux, tous ces défis, ça demande une discipline quotidienne. Alors, en tant que scientifique, est-ce que tu t'es déjà projeté sur comment va être la Guadeloupe peut-être dans 10 ans par rapport à tout ce qu'on entend, pollution d'air, brume de sable, arrivée de sargasses en masse? Est-ce que tu as déjà fait une projection pour voir si l'air qu'on respire aujourd'hui en Guadeloupe sera plus saine ou plus néfaste au fur et à mesure? Ben, écoutez, c'est clair que actuellement, étant en Guadeloupe, on parle beaucoup de nos problèmes, mais via ce que je fais, je suis amené à voir ce qui se fait ailleurs. Alors, pour, entre guillemets, rassurer les Guadeloupéens, notre air n'est pas plus pollué qu'ailleurs, bien au contraire, parce qu'ailleurs, il y a une forte pollution anthropique, donc pollution de l'homme entre les industries, les voitures, etc. etc. Nous sommes, pour l'instant, ce qui nous dérange majoritairement, c'est ce qu'on appelle, alors ce sont deux termes contradictoires, mais pollution d'origine naturelle, c'est-à-dire tout ce qui est brume de sable, sargasses, et ça, c'est des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Parce que c'est des choses qui arrivent de grandes échelles, mais on ne peut pas les stopper, mais on peut s'adapter. Et il faut s'adapter. Et il faut mettre en place des stratégies. Il faut étudier pour savoir, quand un phénomène arrive, par exemple, bon ben, moi qui suis un ancien basketteur, quand il y a une boule de sable, ben, par exemple, ce n'est pas le moment de s'entraîner en extérieur de manière intensive. Il y a des réflexes à avoir dans la vie de tous les jours, parce que, on prend l'exemple des boules de sable, il faut savoir que le bassin caribéen est l'une des zones géographiques où le taux d'asthme est très élevé. Et c'est à cause de la pollution particulière, cette pollution particulière qui vient de manière saisonnière, mais plus les années passent, avec le changement climatique, plus ça s'intensifie. Donc il est important, je pense que si déjà nous faisons confiance, si nous faisons confiance localement, je ne dirais pas que nous pourrons stopper cette pollution, mais nous pourrons mettre en place des outils nous permettant de mieux aborder et mieux gérer cette pollution. Parce que de toute façon, cette pollution, elle va continuer. On a beau ici réduire certaines choses sur le plan, je dirais, écologique et tout. Bon, ben, c'est pas en faisant des coupes du monde dans des déserts avec... nous sommes petits sur la carte, vous voyez. Donc, il est important que nous apprenions, je dirais, à appréhender ces phénomènes de grande échelle. Merci. Alors, j'ai une question des internautes. Ils disent aujourd'hui,
Thomas Plocos, s'il devait jeter une bouteille à la mer, quel message qu'il aurait souhaité glisser à l'intérieur? À l'intérieur, alors, message à qui? Ça, c'est la bonne question. Aux Guadeloupéens, à la Caraïbe. Ben, de se faire confiance. Moi, je pense que c'est très important parce que l'actualité récente avec la pollution des sols en Guadeloupe l'a montré. C'est que si nous ne faisons pas confiance nous-mêmes, ce ne sont pas les autres en fait qui font. Donc, si nous voulons laisser quelque chose, construire quelque chose et pérenniser les choses pour nos enfants et les enfants de nos enfants, il faut vraiment apprendre à se faire confiance et ne pas avoir peur d'investir, je ne dirais même pas dépenser, d'investir en fait. Parce qu'effectivement, ce sont des sommes, physiquement, ce sont des sommes qui sont bien présentes, mais on investit sur quelque chose. Quand je fais une publication scientifique, j'ai pas de retombée financière derrière, mais j'ai une retombée intellectuelle, j'ai une plus-value qui peut m'amener à déboucher sur quelque chose qui sera encore plus grand que la somme que j'ai dépensée pour. Donc, il faut un petit peu revoir certaines choses. Et quand on fait quelque chose, toujours penser une action pour la pérenniser. Si c'est une action si c'est une action qu'on ne peut pas capitaliser, je ne dis pas que c'est inutile parce que des fois il faut le faire, mais dans la mesure du possible, essayer lorsqu'on s'engage à quelque chose, et ça, si je peux, c'est un message que je souhaite passer à la jeunesse. C'est-à-dire, moi j'ai eu mon cursus, mais ce n'était pas planifié. Mes parents ne m'ont pas poussé, ils ne m'ont pas, entre guillemets, forcé. Moi, au fil de l'eau, j'ai suivi mon instinct, et je suis quelqu'un de très curieux de nature, c'est-à-dire que j'aime bien comprendre tout ce qui est physique, ce genre de choses. Mais ce que je demande, c'est vraiment d'exceller dans son domaine, parce que c'est un tout qui fait un monde. On a besoin du meilleur boulanger, on a besoin du meilleur agriculteur. Moi, je dis de faire, de toute façon, tout ce qu'on fait, c'est compliqué. Premièrement, si on peut faire ce que l'on aime, c'est le faire bien. Et en le faisant bien, c'est déjà un service qu'on se donne à soi-même et c'est un service qu'on rend aussi à sa communauté. Alors c'est là que ça permet de rebondir, de dire quel est le message que je voudrais dire à cette jeunesse guadeloupéenne qui sans arrêt pense que le fait de s'expatrier leur permettra une ouverture et qui ont du mal à revenir dans leur région pour travailler ensuite. Eh bien, ça revient au petit message dans la bouteille, c'est la confiance. Parce que malheureusement, moi j'ai eu, je dirais, je ne sais pas si c'est la chance ou la malchance, mais moi j'ai tout fait en Guadeloupe. Et j'ai passé mon HDR en indépendant, alors je suis quand même parti de soutenir en France, parce que cela donne aussi, je dirais, une plus-value, une visibilité. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Mais c'est vrai qu'il faut nous donner les moyens. Il faut nous donner les moyens, ne pas se décourager. Je ne dis pas que tout est facile, parce que rien n'est facile, bien au contraire. Mais je pense que si chacun peut se donner les moyens, ou s'il y en a un qui peut aider un autre, parce que c'est ça aussi, comme on dit en créole, mais qu'à laver l'autre, une aide, c'est pas forcément une aide financière. Ça peut être une aide intellectuelle, ça peut être, si une porte est déjà ouverte, on met, je dirais, son pied dans la porte pour laisser un autre pouvoir profiter. C'est tout un ensemble en fait. Mais je pense qu'il faut que les jeunes Guadeloupéens, qui sont ici ou qui reviennent ici, sachent qu'on est dans un combat, mais que la victoire sera au bout. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste et je pense que nous sommes sur un paradis, qui est la Guadeloupe. Les îles de la Caraïbe sont enviées un petit peu partout dans le monde. Donc, il faut que nous prenions conscience que nous avons un bijou, mais il faut que nous nous donnions aussi les moyens de préserver ce bijou et alors je ne dirais pas de prendre possession, mais je dirais de pouvoir faire. Il faut qu'on soit acteur. Il faut arrêter de subir. D'accord. Là, on arrive à la fin de cette interview. Donc, avant de te remercier, est-ce que tu voudrais dire comment on fait pour te contacter si demain on a un projet concernant les polluants ou etc. de choses liées à ton métier? Donc, je te laisse la libre antenne. Alors, nous avons nos réseaux sociaux, donc Carusphère, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter. Nous avons également aussi notre site internet, carusphère.com, où nous faisons énormément de vulgarisation scientifique,
comme je dis, pour un petit peu informer la population. Ensuite, il y a aussi, donc sur ce site internet, vous trouvez toutes les informations dont vous aurez besoin, que ce soit numéro de téléphone, adresse mail, et vous verrez un petit peu ce que nous faisons et puis la vision que nous proposons à la Guadeloupe et à la Caraïbe. Et pour finir, c'est quoi ton slogan? Mon slogan, c'est Carusphère, la géoscience au service de tous. Pour bien comprendre, l'idée, c'est de rendre l'incompréhensible compréhensible à tous. Merci à toi, c'était le mot de la fin. C'est moi qui vous remercie. Merci.